Salut à tous, je suis Vicky Miraël Fosso, je suis neurologue, je suis lauréate des EVC de neurologie 2021 et j'entreprends de faire cette vidéo pour parler de la préparation. En fait, cette vidéo est consacrée au conseil d'ordre général que je donnerai. Je n'ai pas le monopole ou la science infuse, mais je partage juste mon expérience en fait avec ceux qui se posent des questions. Ces conseils sont valables quelle que soit la spécialité. Et après, je parlerai des conseils spécifiques dans une autre vidéo. Donc là, c'est vraiment des conseils généraux qui concernent toute personne qui voudrait passer les EVC en fait. Donc, je vais parler de cela en plusieurs points pour que ce soit plus clair. Le premier point, c'est la décision. Si vous avez décidé de passer ce concours, ça veut dire que vous êtes vraiment motivé. Alors, il faut garder cette motivation du début jusqu'à la fin. Ça ne sert à rien de se lancer dans quelque chose, puis d'abandonner après quelques temps. C'est une perte de temps inutile. C'est inutile en fait. Donc, prenez la décision. Le deuxième point, c'est la lecture. Allez sur le site du CNG, tapez EVC et lisez toutes les rubriques en fait qui concernent les EVC. Ça ne sert à rien de venir à chaque fois de ne pas lire, mais de poser toujours les mêmes questions sur les groupes Facebook. Poser les mêmes questions alors qu'il y a toutes les réponses et assez claires sur le site. Vous allez lire les articles de loi, vous allez lire les arrêtés d'ouverture, vous allez lire les différents documents qu'il faut produire de manière très exacte pour ne pas risquer de chercher des réponses par-ci, par-là et de se tromper à la fin. Donc, ensuite, vous allez constituer un dossier en bonne et due forme et s'inscrire selon les modalités qui sont précisées sur le site. Parce que chaque année, ça peut changer. Donc, il n'y a pas une modalité fixe. Il faut aller lire les modalités d'inscription. Le troisième point, c'est de savoir que la liste des cours. Il faut savoir qu'il n'y a pas une liste prédéfinie des cours que vous devez bosser. Donc, il faut créer soi-même sa liste des cours. Il faut créer soi-même sa liste. Moi, je conseille en fait de se baser sur plusieurs choses. Déjà, allez, inscrivez-vous sur les sites Facebook, les différents groupes Facebook PAEVC et tout, ou PAEVC de votre spécialité. Voyez en fait les expériences des autres personnes qui sont passées par là. Notez en fait les différents cours qu'ils conseillent de bosser. Vous créez déjà une première liste sur cette base-là. Ensuite, vous-même, vous êtes spécialiste ou bien généraliste. Posez-vous les questions à savoir si moi j'étais dans le jury, si moi j'étais membre du jury, si moi en tant que spécialiste, qu'est-ce que je juge important de maîtriser. Sur cette base-là, vous allez sortir des cours que vous-même vous allez imaginer. Je suis généraliste, l'hypertension artérielle, je suis neurologue, la sclérose en plaques, la neuromyélite optique, l'encéphalomyélite aiguë disséminée. Je vais sortir une liste de cours parce que j'estime que c'est très important pour le spécialiste de connaître ça ou le généraliste d'ailleurs. Donc, je complète déjà ma liste sur cette base-là également. Ensuite, je vais sur les annales en fait. Je sors toutes les annales de toutes les années précédentes qui sont disponibles sur le site de 2009 à 2021. J'étudie en fait les différents sujets. Je vois de quoi ça parle en fait. Je note. Si cette année, le premier sujet parlait de la sclérose en plaques, je note. Si ça parlait de la maladie de Parkinson, je note. Je note en fait tous les sujets, en fait, de quoi est-ce que les sujets parlaient. Sur cette base-là, de tous les sujets, que ce soit fondamental ou pratique, je complète ma liste de cours. Parce que là, ce sont des cours vraiment hyper sortables parce qu'il y a des cours qui reviennent plusieurs fois. Donc, je complète la liste. Pour ma part, quand j'ai préparé, ma liste faisait à peu près 70-75 chapitres. Et je sais que voilà, j'ai ma liste de cours. Ensuite, les supports. Le quatrième point, c'est les supports. Quels sont les supports qu'il faut utiliser pour préparer le concours? Alors, cette fois-ci, je vous dirais également, allez voir les expériences des autres personnes qui sont déjà passées par là. C'est un bon moyen de savoir quel support on peut utiliser. Pour ma part, je dirais que il faut limiter les supports parce que parfois les gens se retrouvent à s'embrouiller. Tu vas prendre 10 000 cours, mais après tu ne vas pas te concentrer sur l'essentiel. Si vous choisissez 2 ou 3 supports, c'est suffisant
et vous maîtrisez bien vos sujets sur la base de ces 2 ou 3 supports. Ça ne sert à rien de s'étaler et de se disperser. Pour moi, je dirais que, selon ce que je vois sur les sites pour les médecins généralistes, je vois Matchbook, Meetbook, mais je ne sais pas trop, ce n'est pas ma spécialité. Donc, pour les différentes spécialités, il y a en général ces fiches, les fiches codex. Je trouve que ce sont de bonnes fiches parce que ça fait un résumé en fait basé sur le collège en fait de la spécialité en question. Donc, le collège de la spécialité, là, c'est le livre orange. Chaque collège en fait de spécialité crée un support sur lequel les internes se basent pour réviser et tout, les ECN. C'est vrai que c'est intéressant. Il y a aussi le référentiel. Ça, ce n'est pas obligatoire. Je n'ai pas jugé que c'était tellement obligatoire. Moi, c'était intéressant pour moi parce que je trouvais qu'il y avait de bons réflexes, de bons résumés à l'intérieur. Je n'ai pas tout lu. J'ai choisi quelques parties essentielles, certains chapitres qui m'ont intéressé dans le support. Je dirais que ces 3 supports que je viens de lister sont intéressants, mais c'est au niveau de l'interne en fait, donc ce n'est pas suffisant. Pour un spécialiste, ce n'est pas suffisant. Il faut aller encore plus loin. Il faut aller sur le site de la HAS et taper le nom de votre spécialité. Il y aura une liste de supports qui vont ressortir, de recommandations. Vous prenez la peine de regarder chacune d'elles, de cliquer, de télécharger, de voir, cliquer, télécharger. Ça prend du temps, c'est vrai, mais c'est très important au début parce que ça vous permet de savoir qu'est-ce qui est intéressant ou pas. Vous triez les cours, vous choisissez ceux qui sont les plus intéressants pour vous. C'est surtout les recommandations qui concernent les pathologies les plus importantes, c'est-à-dire depuis le diagnostic jusqu'à la thérapeutique. Si c'est actualisé, c'est encore très bien. Vous êtes sûr que vous êtes sur la bonne voie. Ensuite, bien sûr, il y a d'autres livres de la spécialité. Bon, ça dépend de chaque spécialité en fait. Nous, par exemple, en neurologie, il y a les EMC sont intéressants, mais c'est trop détaillé. Donc, les EMC sont intéressants puisqu'on a eu à bosser sur ça pendant notre formation. Les continuums aussi ont été intéressants. On a bossé dessus pendant notre formation, mais pour le concours, c'est difficile de revoir tout ça. Donc, il faut choisir dans certains chapitres, aller dans l'EMC pour reconstituer le cours si on n'a pas de cours bien ficelé sur cette partie-là. Et je vous parlerai également d'un support d'anal en fait, des cas cliniques que j'ai également, que je trouve également intéressant, les microcs. Ça permet également de s'exercer. Donc, le 5e point dont je voulais parler, c'était la période de préparation. Pendant combien de temps on peut préparer le concours et réussir? Je vois qu'il y a certains qui disent, voilà, j'ai préparé le concours pendant un mois, j'ai préparé le concours pendant 2 mois, je n'ai pas du tout préparé le concours. Ce n'est pas des conseils à donner aux gens. Peut-être que tu as réussi en catastrophe ou bien tu as fait un mois, mais ce n'est pas le conseil qu'on aurait donné à quelqu'un. Moi, je dirais que il faut se donner le maximum de temps possible. Si vous avez pris la décision dès maintenant et que le concours c'est en novembre, commencez à préparer dès maintenant. Si vous avez pris la décision en juin, c'est normal que vous commenciez en juin. Si vous avez pris la décision en 2 mois, vous pouvez commencer à réviser à 2 mois. Mais si dès maintenant, vous avez l'intention de bosser, commencez dès maintenant. Il vous reste mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Il reste 9 mois. Donc, vous avez le temps de bien vous préparer. Mais je dirais que minimum 4 à 5 mois sont intéressants, surtout si on travaille. Donc, si on travaille, on s'y prend encore plutôt 6 mois en y incluant nos 1 mois de congé annuel. Parce que les congés, on peut les consacrer à la préparation. Ensuite, je dirais que c'est important de découper cette période-là en plusieurs sous-périodes. Cette sous-période permet de voir pendant quelle période je vais faire la première couche de révision. Et cette première couche-là, pendant cette première couche-là qui doit être plus longue, je vais prendre le temps. S'il y a des chapitres qui sont trop longs, je prendrai le temps d'en faire des résumés. Les résumés, je les ai faits et c'était des résumés qui permettaient d'avoir en fait tout le support sur une seule page
Pour des chapitres trop longs, comme par exemple la sclérose en plaques, je l'ai fait sur 4 pages. Et ces résumés-là, ça aide parce qu'à la fin, le dernier jour, les 2 derniers jours, tu ne vas pas te mettre à relire les longs chapitres. Donc, faire des résumés pendant la première période, ça peut prendre 2 mois, 3 mois. C'est souvent les soirées, les week-ends, parce qu'on travaille, donc on n'a pas le temps de faire ça tous les jours. Ensuite, se créer la deuxième période qui consiste en la deuxième couche de lecture où on revoit les chapitres en entier. Cette deuxième couche, on pourrait prendre des congés pour la faire et ça aiderait grandement parce qu'on pourra travailler de manière continue. On verra vraiment qu'on progresse dans la révision. Et pendant cette deuxième couche, au bout de cette deuxième couche, on pourra faire des cas cliniques et des annales pour s'exercer en fait, pour voir si on a vraiment fixé les idées. Et enfin, la troisième et dernière période, c'est les 2-3 semaines qui précèdent l'examen où vraiment on se consacre à ça. On prend des congés et on bosse franchement, si possible, bien sûr. Le 6e point que je voulais traiter, c'est optimiser ses cours. Optimiser ses cours, c'est comme j'ai déjà dit précédemment, c'est faire des cartes heuristiques. Parce que moi, par exemple, quand je pensais à préparer le concours l'année dernière, j'ai lu le livre de Tony Buzan qui parle du mind mapping et donc en français les cartes heuristiques. C'est le fait de résumer des chapitres, ça permet de travailler sa mémoire visuelle et c'est très intéressant. Donc, faire des résumés, faire des fiches, faire des petits carnets où on met les critères diagnostiques des pathologies, où on met en fait des scores, où on résume un petit peu les recommandations en matière de traitement anticoagulant, voilà, traitement anti-agrégant, voilà, quels sont les examens complémentaires, les traitements les plus spécifiques. C'est ces choses-là qui sont importantes qu'on met dans nos fiches. Le 7e point dont je voulais parler, c'est le point des annales, des cas cliniques. C'est très important, ne pas négliger cet aspect. Il faut savoir qu'avant d'aller à l'examen, vous devriez traiter toutes les annales des années précédentes. Et non seulement traiter toutes les annales, mais traiter d'autres cas cliniques de votre spécialité idéalement ou des ECN. Ça va vous aider vraiment à raisonner, à voir ce qui est important parce que parfois il y a des choses qu'on néglige mais qui sont importantes. Quand le patient, on vous dit quelle est votre conduite à tenir, vous allez dire hospitalisation où? Aux soins intensifs, en service conventionnel, donc en réanimation, c'est des choses qu'on néglige mais qui sont très importantes à préciser. La prévention, les thèmes comme la prévention, le dépistage, il y a beaucoup de choses qu'on néglige mais qui sont disponibles dans les réponses aux cas cliniques. Et si on s'exerce, on aura l'occasion de vraiment voir ces choses-là, de dépister les petits pièges comme ça. Et le jour de l'examen, quand on verra les pièges, ça passera crème, quoi. Donc, allez privilégier les cas cliniques des spécialités, surtout ceux qui ont des corrections. Il faut imprimer. Moi, j'estime que c'est intéressant d'imprimer toutes les annales, d'en faire un bloc. Et ces annales-là, en fait, vous pourrez les travailler en vous mettant en condition d'examen. Et comme j'ai dit précédemment, traiter les annales après la deuxième couche de lecture. Comme ça, on a bien fixé les idées et on peut mieux s'exercer, en fait. Demander conseil à d'autres personnes. Et si on peut travailler avec d'autres gens, ça nous permettra d'avoir une autre perspective et de confronter nos réponses également. Personnellement, bien avant, j'avais pris le temps de traiter un petit peu les annales de mon propre point de vue. C'est après j'ai pu critiquer ce que j'avais fait et vu que j'avais mis des réponses trop détaillées pour certaines parties. Là également, j'avais créé un autre cahier pendant ma période de réflexion où je mettais en fait les corrections des cas cliniques pratiques en fait pour essayer de m'exercer par la suite dessus. Donc, et ce livre également, je trouve qu'il est très intéressant. J'insiste encore dessus. Les crocs qui sont proposés là peuvent sortir à l'examen et c'est vraiment dommage si vous ne les maîtrisez pas. Donc, le 8e point pour moi, c'est de vous dire que
il est très important de se libérer les 2-3 semaines précédant l'examen. Il faut vraiment avoir l'esprit tranquille, prendre ses congés, prendre le temps d'être concentré, le minimum de problèmes possible. Essayer de s'éloigner des problèmes du mieux qu'on peut et vraiment de se consacrer qu'à la révision. Et d'autres conseils que je pourrais donner, c'est pour éviter le stress, pour diminuer le stress, c'est de faire du sport. Il faut tenir physiquement parce qu'à un moment donné, on est fatigué. Donc, pratiquer du sport, ça permet de tenir physiquement. Bon, pour ceux qui ne bossent pas pendant cette période-là, qui n'ont pas de boulot, qui ne vont pas au service, c'est positif et négatif. C'est positif parce que ça leur permet de prendre tout le temps de réviser. Et donc, même en 2 mois, ils peuvent préparer l'examen. Parce que si on est à la maison H24 et qu'on n'a pas de responsabilité, on n'a pas de problème, même en 2 mois, on peut bosser, ou en 3 mois. Mais le problème dans ce cas-là, c'est que quand on n'est pas à l'hôpital, on n'est pas confronté aux patients, on ne s'exerce pas sur le plan pratique. Maintenant, pour celui qui travaille, celui qui bosse, c'est difficile sur le plan pratique de mettre en place un programme. Mais comme j'ai conseillé précédemment, chaque soir, essayez de lire un chapitre. Si vous êtes trop fatigué, vous vous reposez, il n'y a pas de problème. Mais vous vous rattrapez le week-end. Samedi, dimanche, vous consacrez au moins les 3 demi-journées à la préparation quand vous n'êtes pas de garde. Comme ça, vous lisez au moins 5-6 chapitres ou même 7 chapitres en un week-end. Ça permet de se sentir un peu encouragé en fait dans la préparation sans qu'on avance un peu. Donc, on est un peu plus encouragé. Et il faut consacrer en fait, moi je vous conseille de consacrer 4 semaines sur les 5 semaines qu'on a dans l'année à la préparation du concours. C'est un sacrifice à faire. On ne va pas prendre des vacances, aller s'amuser et tout comme les autres, mais c'est un sacrifice à faire si on veut atteindre son objectif. Donc, prendre les 4 semaines et les diviser en 2 parties. Prendre par exemple 2 semaines à 2 mois de l'examen ou à 1 mois et demi de l'examen pour vraiment avancer dans la deuxième couche et 2 semaines juste avant l'examen pour pouvoir vraiment fixer les dernières idées et tout et tout. Donc, ça, c'était les conseils que je voulais partager. Je n'ai pas le monopole de la connaissance. Je n'ai pas la science infuse. Je ne fais que partager une expérience personnelle. Et je trouve que pendant des mois, même en 2020, je me suis posé des questions. J'ai cherché les réponses sur les sites. J'ai cherché les réponses sur Facebook. Il y a des gens qui partagent leur expérience. J'ai cherché des réponses sur YouTube. Je n'ai même pas trouvé trop de réponses. Je trouve des vidéos sur les ECN en fait. On met PAE, mais en fait, c'est le cas clinique ECN. C'est en fait les conseils qui concernent l'ECN. Ce n'est pas tellement des conseils. Ce ne sont pas des conseils tellement basés sur les EVC en fait. Donc, c'est pourquoi je tenais à partager cette expérience. Je pense que ça pourra aider certaines personnes. Moi, en tout cas, si j'avais été dans ce cas-là, si j'avais pu trouver des supports vidéo adaptés, j'aurais eu moins de mal j'aurais fait moins d'erreurs en fait pendant les examens. Bon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je tâcherai d'y répondre. Et n'hésitez pas à aller également sur la page Facebook Dr Miraëlle Folso Didambi sur laquelle je partage également mon expérience. Merci d'avoir suivi. Au revoir.